Bonjour et bienvenue sur Fraternité TV. Aujourd'hui, on va parler d'un terme qui va être répété tous les jours sur toutes les antennes et puis sur plusieurs médias de la presse écrite. Vous allez entendre ça jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au moment des élections. Et ce terme, c'est l'islamo-gauchisme. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une construction, une sorte de contraction de deux mots. On va prendre islam, on va ajouter un O, et on va ajouter gauchisme. Ce terme-là n'a pas été inventé au hasard, justement, parce que le thème de l'islamisme est récurrent depuis quelques années. Alors comment utiliser ce thème? On va essayer d'en profiter et associer une catégorie de population à ce thème-là, notamment les gens qui sont de gauche. Pour comprendre un peu de quoi il s'agit, commençons par l'histoire et comprenons que l'islam politique est né au XXe siècle. C'est une notion qui n'existait pas avant, parce que l'islam était de fait un islam politique. Avant, il s'agissait d'une religion d'État, dans des théocraties, dans des régimes monarchiques avec des rois. Mais quand il y a eu la colonisation, ces rois-là ont été déchus, et donc l'islam s'est retrouvé tout seul, sans cette légitimité du pouvoir. Comment regagner cette légitimité? Certains courants politiques se sont rassemblés. Notamment, le premier, c'est le courant des frères musulmans en Égypte. Et ce courant-là représente les débuts de l'islam politique. Il s'agissait de Hassan el-Banna, qui est le fondateur. Il a fondé une sorte de groupe, on appelait ça Al-Jama'a, et ce groupe-là a évolué pendant les années 30-40 dans le giron du mouvement anticolonialiste. Il était même allié avec Nasser, le leader de l'Égypte. Il y a eu une sorte de schisme pendant les années 50 entre le mouvement nassérien, qui était au pouvoir, et les frères musulmans. Et depuis lors, on ne peut plus parler d'islamo-gauchisme tout court, parce que les islamistes sont d'un côté et la gauche d'un côté. Il faut comprendre que Nasser, c'était le parti basse, c'est ce qu'on appelle az-Zubat al-Ahrar, qui sont des colonels de l'armée qui ont décidé de sortir de l'armée et de rejoindre une mouvance plutôt communiste, et qui était alliée, entre autres, avec le Parti communiste égyptien. Qu'est-ce qui se passe en 1954? Nasser décide de couper les ponts avec la confrérie des frères musulmans. Et depuis lors, c'est la vendetta. Pour expliquer pourquoi on ne peut pas parler non plus d'islamo-gauchisme, à partir de 1954, il s'agit d'une vague d'agressions mutuelles entre deux courants d'idées dans le monde arabe. Et dès qu'on va parler d'islamo-gauchisme, on va supposer que c'est des courants alliés. Ça n'a jamais été le cas. Maintenant, si on veut utiliser ce terme-là, il faudrait comprendre pourquoi on l'utilise avant d'aller voter, en conséquence, l'année prochaine. Pour vous citer des exemples de cas où l'islam et la gauche ne peuvent pas être mariés dans le même terme. Quand Nasser décide d'interdire le mouvement des frères musulmans, il y a une vague d'attentats en Égypte. Il y a aussi des vagues d'emprisonnement par le régime nassérien de militants islamistes de la confrérie des frères musulmans. On progresse encore de 20 ans, la révolution iranienne, et là, les islamistes et les communistes à l'époque avaient réussi chacun de leur côté à faire chuter le régime autocratique du Shah. Il se passe une révolution en Iran, et cette révolution est très très vite qualifiée d'islamiste, alors qu'il y avait des dizaines de milliers d'étudiants de gauche dans les universités qui étaient nettement plus avisés que le mouvement islamiste, qui avait une culture révolutionnaire assez développée. Que fait le mouvement islamiste iranien? Il emprisonne ces gens-là. Et Amnesty International dénonce en 1988 la purge totale, jusqu'au dernier, des militants communistes iraniens. Alors peut-on parler d'alliance entre les islamistes et les gens de gauche? On parle là de, selon Amnesty toujours, 5000 morts dans les prisons iraniennes après 6 à 7 ans de torture dans les geôles donc, de l'armée islamiste, et de morts qui n'ont jamais été, des crimes qui n'ont jamais été jugés.
Et certaines estimations vont jusqu'à 30 000 personnes, en dehors des purges qui étaient commises dans les rues, avec des pendaisons publiques. Alors pourquoi ce terme qui est illogique? Et on voit, dans l'histoire, il n'y a aucune relation entre l'islamisme et les mouvements de la gauche. Pourquoi ce terme? Vous allez l'entendre durant cette année-là. Parce que d'ici aux élections, il s'agira de créer une catégorie de personnes assimilées à des mouvements politiques qu'on va essayer d'exclure du champ démocratique. On ne va pas leur permettre de soumettre les idées au peuple pour qu'ils puissent décider d'une manière éclairée. Alors on va créer un qualificatif. Et c'est là qu'on revient à l'idée de l'islamisme. La France, depuis 2015, est face à une vague d'attentats. Et cette vague quasi ininterrompue, régulièrement d'agressions de la part d'entités islamistes, ça s'est prouvé, personne ne peut le nier. Il s'agit d'incrédulité ou de naïveté si on va dire que ça n'existe pas. Cette vague-là, au lieu d'être vue comme un moment où on va s'unir, lutter en commun, essayer d'éclairer les gens, peut-être trouver d'autres partenariats avec des pays de l'autre rive pour aller discuter des initiatives qui existent de l'autre côté. Et il en existe dans d'autres pays. La Tunisie, l'Égypte, tout ça, c'est des mouvements qui ont existé depuis des années pour essayer d'éclairer la jeunesse et éviter qu'elle aille dans cette dérive. Au lieu de ça, on va essayer de profiter de ces attentats-là pour avoir un bénéfice politique. Et c'est là ce qui choque dans ce terme-là. Et si vous faites attention, qui prononce ce mot-là? Depuis 1 ou 2 ans, on aura entendu Madame Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, vouloir lancer une sorte d'enquête dans les milieux universitaires pour aller voir qui serait porteur d'idées qui pourrait justifier les crimes islamistes selon elle, et créer une sorte d'alliance idéologique entre la gauche, d'un côté, et les islamistes de l'autre. Ça s'appelle une sorte de censure académique qui veut être appliquée. Mais quand on va dans le champ médiatique, on entend aussi des personnages politiques de tous bords, comme Manuel Valls, qui était au Parti socialiste, qui a été Premier ministre de la France. Et on l'entend parler d'islamo-gauchisme et stigmatiser carrément une catégorie de la population. On avait vu dans l'histoire qu'il n'y a aucune preuve d'alliance entre les deux. Alors maintenant, dans l'histoire la plus récente, même ça ressort, et ça devrait interroger des personnages comme M. Manuel Valls. Quand on regarde l'exemple, on va traverser vers mon ancien pays, la Tunisie, et on voit une vague d'assassinats contre des leaders de la gauche. Qui? Alors, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Chokri Belaïd, je vais parler de lui. C'est un avocat. Il a milité durant des années contre le régime de Ben Ali. Et il était leader d'un parti qui s'appelle le Ouattad. Alors le Ouattad, c'est un parti d'inspiration maoïste, et c'est un parti de gauche. Et le leader de ce parti a créé un mouvement en Tunisie en alliant tous les partis de la gauche. Chose qui serait un vœu pieux en France. Il a réussi à le faire en Tunisie, dans un petit pays, avec une population qui était victime aussi d'une sorte de razzia d'un parti islamiste dominant, qui avait le pouvoir. Et en ayant réussi de créer ce front populaire-là, il avait jusqu'à 12% d'intention de vote. Ça veut dire qu'un mouvement de gauche dans les pays arabes a existé, qu'il n'y a pas que des islamistes convaincus dans les pays arabes, qu'il y a autre chose, il y a une alternative sur laquelle on pourrait se reposer. Ce leader politique-là a été assassiné. Et assassiné en plein jour, de plusieurs coups de feu, avec une enquête derrière, une enquête qui s'est égarée, une enquête où il y a des preuves qui avaient été dissimulées. Et jusqu'à nos jours, on ne connaît pas les responsabilités politiques réelles de cet assassinat-là. On voit que dans les premiers rangs des victimes de l'islamisme, en dehors des victimes françaises, que nous regrettons tous, il y a aussi des victimes dans le monde arabe, des victimes de la gauche. Donc, utiliser le mot d'islamo-gauchisme, c'est insulter tous ces gens qui ont sacrifié leur vie, sacrifié leur confort familial et leur confort professionnel, parce qu'il faut savoir qu'un monsieur comme Chokri Belaïd avait défendu dans des procès, quand les islamistes étaient dans les prisons tunisiennes, des militants de leur rang, quand il y avait des exactions sur leurs droits humains dans les prisons tunisiennes, du temps de Ben Ali, l'ancien dictateur. Donc c'était un rappel historique, c'était aussi des faits d'actualité, pour vous dire que ce terme-là, faut pas le prendre au premier degré, faut pas en faire un critère sur lequel on va juger les partis politiques. Chacun se fait son avis selon son histoire personnelle et son orientation politique.
mais il faut aussi tenir compte de l'histoire qui nous apprend beaucoup des relations entre les humains et qui peut nous apprendre beaucoup de la communauté musulmane en France et de l'histoire personnelle de chacun de ses membres et des pays d'où ils viennent et de leur commun, c'est-à-dire la lutte contre ces mots-là. Ça peut être pour être un commun et non plus un élément clivant. Dans une prochaine vidéo, on détaillera plus les conséquences de ce mot-là, les dangers qu'il peut représenter, le péril, et puis tout ce qui nous fait rater, tous les vrais débats, les débats sociaux, les débats écologiques, tout ce qui passe à chaque fois. Et on reprendra peut-être 2 ou 3 articles, 2 ou 3 publications, 2 ou 3 mots qui ont été dits et qui ont masqué des actualités pourtant plus importantes pour l'unité nationale et plus importantes pour les Français. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo.